Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'état des lieux du secteur de l'électricité au Bénin n'est pas des plus reluisants. Le secteur est en proie à d'énormes difficultés. Par le passé, des mesures, des initiatives ont été engagées sans grand succès. Mais aujourd'hui, l'espoir est permis avec les initiatives annoncées dans le secteur. Mais avant toute chose, il importe de regarder dans le rétroviseur pour voir ce parcours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'il faut faire. C'est un peu dans ce sens-là que l'autorité de régulation de l'électricité a pris sur elle d'organiser une série d'émissions ici à la télévision nationale. Et la première série, disons la première émission ce soir, va se focaliser sur l'historique, les défis et les problèmes à venir. Alors pour en parler ce soir sur ce plateau, j'ai M. Claude Baguidi. Il est le président de l'autorité de régulation de l'électricité. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci de venir sur notre plateau. En face de vous, nous avons Monsieur Sir Kouagou. Il est ancien directeur général de la communauté électrique du Bénin. Et si tout marche bien, nous serons rejoints dans cette émission par Monsieur Raoufou Badarou. Il est conseiller au ministère de l'Énergie. Mais avant toute chose, nous allons faire un tour à la régie pour regarder ce visuel. Ça date un peu d'avant les années 50. Disons qu'on peut distinguer déjà la période entre 50 et 1973. 50 parce que nous étions en pleine colonisation. Et donc, les municipalités, celles de Cotonou et des autres villes, avaient la charge d'assurer la fourniture du service aux services coloniaux qui existaient à l'époque. Et le bras technique qui avait réalisé les réseaux à l'époque, c'était la compagnie coloniale de distribution de l'énergie électrique. Cette situation a évolué jusqu'en 1973 où l'État a nationalisé le service de fourniture de services d'énergie électrique et la compagnie qui s'appelait à l'époque compagnie coloniale de distribution d'énergie électrique est devenue une compagnie centrale de distribution d'énergie électrique. Et donc on peut dire qu'en 1973 a marqué la prise en main de l'État béninois de la fourniture de l'énergie électrique au Bénin. Les choses ont évolué. À l'époque, les besoins n'étaient pas très très grands. Une autre étape importante a été autour des années 68, où le Bénin et le Togo ont mis en place avec le Ghana qui venait de créer la centrale d'Akosombo, un accord pour que le Ghana nous livre l'électricité au Bénin et au Togo. La puissance à l'époque des deux pays, l'appel de puissance, c'est-à-dire le Bénin et le Togo, ne dépassait pas 50 MW. Bref, cette période de 73 a évolué jusqu'en 2004 avec donc la structure que je vous ai présentée. En 2004, il y a eu une réforme dans le secteur. Disons que déjà au début, vers la fin des années 90, ça veut dire qu'on s'approche dans les années 2000, le secteur avait commencé donc par être réformé. Et dans le cadre de cette réforme, il y a des années très importantes, notamment l'année 2001, 2004, ainsi de suite. 2004, pourquoi? Parce qu'en 2004, il y a eu la séparation de la branche électricité et de la branche eau. C'était une réforme que l'État avait décidée à l'époque. Donc la création, dès 2003 déjà, je crois, de la Société nationale des eaux, SONEB. Et puis en 2004, la transformation de l'ancienne société béninoise d'électricité et d'eau en société béninoise d'énergie électrique. Alors, je l'annonçais il y a un instant dans mon introduction. Monsieur Raoufou Badarou, il est conseiller au ministère de l'Énergie. Il vient de nous rejoindre. Monsieur Raoufou Badarou, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais bien vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les différentes politiques qui ont été mises en œuvre dans le secteur de l'électricité ces dernières années en termes de production et de distribution de l'électricité? Merci. Comme vous l'avez présenté tout à l'heure à travers l'intervention de M. Justin Abou, le Bénin et le Togo, à un moment donné, ont décidé de faire de leur territoire un territoire commun sur le plan production et sur le plan du transport d'énergie électrique.
Et toutes les politiques de production et de transport ont été menées en commun jusqu'à une certaine période où la structure CEB, Communauté électrique du Bénin, qui officiait au nom des deux pays, est arrivée à une certaine limite d'efficacité et qui a amené chaque pays à aller de son côté à faire de la production d'énergie électrique. Et cette politique aussi n'a pas beaucoup prospéré dans la mesure où, jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Talon, nous avons toujours continué à assister au délestage que tout le monde connaît. Donc à l'avènement du nouveau régime, prenant conscience de la situation, il a été très rapidement élaboré un plan de redressement du secteur. Et ce plan est décliné en 4 à 5 axes qui devaient permettre de prendre des mesures immédiates qui permettent de mettre fin au délestage. Donc, les différentes mesures ont des effets dans des périodes temporelles données. Des mesures qui permettent de régler le problème urgent qui est relatif au délestage. Et c'est ainsi que nous avons constaté qu'à partir de fin 2016, début 2017, on n'entend plus parler de délestage du Bénin parce que le gouvernement a mis les grands moyens pour les locations de groupes. Nous avons continué de travailler sur des mesures à moyen terme, selon la période de 5 ans du chef de l'État, qui a permis de mettre en place des centrales de production. Donc, comme vous l'avez suivi tout récemment à la télé, avec le démarrage de la centrale de 120 MW, qui permettra, après de juin prochain, de régler le problème de production au plan national. Donc, dans cette période entre fin 2017 à ce jour, beaucoup de choses ont été faites, à savoir réhabilitation des centrales de la CEB, de la SB2E de 30 MW, un contrat qui a été signé avec une société privée au Nigeria, Parasnei, de 60 MW. Tout ça permet de sécuriser la fourniture d'énergie au Bénin. Donc aujourd'hui, des 180 MW de location, nous avons commencé par retirer 50 MW. Ça permet aujourd'hui, nous pouvons le dire et l'affirmer, qu'aujourd'hui, en matière de déficit énergétique, c'est un problème qui est réglé. Mais les déficits, la crise énergétique que nous traversons depuis près de 3 décennies a plusieurs facettes. La facette la plus visible, c'est celle qui est relative au déficit qui est en train de délestage. Ouais. Mais d'autres facettes qui n'étaient pas très visibles, c'est la crise de distribution, la crise d'approvisionnement et la crise du trésorerie de la SB2E. Donc chaque crise, le gouvernement est en train d'apporter des solutions adéquates pour les régler afin que le secteur soit assaini de façon définitive. Par rapport à la crise d'approvisionnement, oui, qui est due au fait que la SB n'a pas de trésorerie, les mesures suivantes ont été mises en place. Au niveau des administrations, parce que l'État, pendant longtemps, a été un grand débiteur de la SBE, les sociétés d'État, les collectivités locales, l'État a décidé de mettre en place, de mettre au niveau de ces administrations et de ces entités des comptes prépayés qui permettent à chacun de savoir ce qu'il consomme. L'État a mis en place un plan d'assainissement des finances en payant par anticipation la SBE et un plan de recouvrement des créances. Tous ces plans-là ont permis d'assainir un peu les finances de la société. Ensuite, la crise de distribution. Actuellement, avec les partenaires de développement, nous sommes en train de développer un programme de renforcement et d'extension du réseau électrique qui permettra de régler le problème de baisse de tension, de régler le problème de toit d'araignée sur le réseau et d'augmenter le taux d'accès des populations à l'électricité. Voilà à peu près les choses. Mais comment tout cela va se mettre en place sur le terrain? Tout se met en place de façon rationnelle. Actuellement, des équipes de produits ont été mises en place. Avec l'accompagnement des PTF, nous avons élaboré des programmes. Là, le programme qui est le plus important actuellement, qui est en train de démarrer, c'est le programme de renforcement du réseau électrique de Calavi et d'extension du réseau dans l'Atlantique. C'est un programme financé à la fois par l'AFD et l'Union européenne. Il y a le programme MCA qui va démarrer bientôt, qui est de sécuriser
la fourniture d'énergie dans la ville de Cotonou. Et il y a d'autres projets avec la BAD et l'AFD qui sont en cours de préparation. Et l'Union européenne est en train de développer un projet d'une valeur de 36 millions d'euros pour toujours renforcer le réseau. Au total, les ressources qu'on a pu mobiliser aujourd'hui, très sûr, c'est autour de 950 milliards de francs CFA pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique au Bénin. Okay. Alors, Monsieur Siko Agou, vous j'étais directeur général de la communauté électrique du Bénin, la CEB. Tout ce qui est énuméré là ne vous est pas étranger. Alors, en bref, disons retour sur le parcours de cette communauté, également à travers les difficultés engendrées au niveau du secteur de l'électricité. Merci mon cher ami. Vous savez, M. Agbo l'a si bien dit, c'est quand en 1968, les deux États ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour la production de l'énergie et la transmission de cette énergie vers le Togo et le Bénin, que la CEB a été créée. En ce moment, la compagnie centrale dont il a parlé, la compagnie centrale d'électricité et d'eau, qui a été nationalisée en 1970, que l'État a pris ça en charge, il n'y avait que les groupes qui fonctionnaient. Mais il se faisait qu'en 1973, il y a eu la crise du pétrole. Cette crise du pétrole a fait que l'exploitation de ces centrales était devenue vraiment très lourde. Comme entre le Bénin et le Togo, il n'y avait pas une grande consommation, l'interconnexion avec le Ghana, donc le barrage d'Akosombo, a fait que l'énergie importée devenait très moins chère. Et c'est sur ce confort-là que malgré l'objectif qui a été assigné à la CEB, c'est-à-dire produire pour les deux pays, on s'est contenté de faire tout simplement l'importation. La CEB, effectivement, n'a pas pu faire la production, à part le barrage de Nangbeto. Il devait avoir ensuite le barrage de Tetetou et le barrage de Adjarala. C'est seulement Nangbeto qui a pu être réalisé. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec la crise de 98 qui nous a réveillés de ce confort. Parce que le barrage d'Akosombo était devenu vide. Ouais. Et c'était la seule interconnexion que nous avions. Donc, on était obligé de trouver rapidement une solution. C'est ça qui a fait que la CEB a acheté à l'époque 2 petites turbines à gaz. C'était ça la capacité de financement qu'on avait. On pouvait acheter 2 turbines à gaz, une de 20 MW qui est installée à Cotonou, l'autre de 20 MW qui est installée à Lomé. Ceci nous a permis de résoudre un tant soit peu la crise de 98. Et à partir de 98, nous avons tenté de mettre en place encore un nouveau programme pour pouvoir aider les deux pays. Mais malheureusement, les programmes de la CEB n'ont jamais été exécutés. Et pourquoi? Parce que, vous savez, pour que les investisseurs acceptent, les bailleurs de fonds acceptent de vous financer, il faut qu'ils soient sûrs que vous allez pouvoir rembourser de manière rapide ou bien de manière confortable leurs prêts. Ce qui n'était pas possible pour les pays de la communauté. Voilà, ce qui n'était pas possible. Et encore, la CEB n'a pas un capital. Il a juste un fonds de roulement que les États lui ont donné en 68, 50 millions, soit 25 millions par État, comme fonds de roulement. Et c'est sur cette base qu'il devait donc faire des investissements. Mais ce n'était pas possible. Quand les investisseurs arrivent, ils regardent vos finances, ils se rendent compte que les remboursements seront difficiles. Et je n'en ai pour exemple que quand on a voulu faire l'interconnexion avec le Nigeria, ça a été extrêmement difficile. La Banque mondiale, la BEI et la BOAD devaient financer ce projet, mais au dernier moment, la BEI et la Banque mondiale se sont retirées parce que nous n'avions pas notre capacité de remboursement. Et il a fallu négocier avec la BIDC, la BOAD
et la CEB pour réaliser cette infrastructure. La qualité, quand on a parlé tout à l'heure de la qualité de service, vous savez, quand il y avait seulement l'interconnexion avec le Ghana, le Bénin était en bout de ligne. Donc, quand ça quitte le Ghana avant d'arriver au Bénin, il y a beaucoup de pertes sur le réseau, surtout que ce réseau a été construit depuis 1973. À partir de 2005, il avait déjà atteint ses limites de transfert. Donc, l'interconnexion avec le Nigeria était devenue indispensable pour essayer de stabiliser un peu le réseau. Cela s'est fait, mais les lignes de transmission sont tellement vieilles entre le Togo et le Bénin que ces lignes-là, il faut les reprendre. D'accord. Alors, Monsieur Claude Baguedi, vous êtes président de l'autorité de régulation de l'électricité, une autorité qui a vu le jour en 2015. Oui. Alors, quelles ont été les actions que vous aviez prises au niveau de l'autorité au regard de cet état des lieux un peu inquiétant? Oui, au regard de l'exposé de mes deux collègues, on constate que globalement, il n'y a pas une vision pour le secteur de l'électricité au Bénin et aussi au Togo, bien que la CEV ait essayé d'établir un plan d'investissement, les États allaient chacun dans son sens. Mais avec la mise en place de l'autorité de régulation de l'électricité, dont l'une des missions est de veiller au développement harmonieux du secteur avec un avis sur le plan directeur de production et de transport, notamment de la République du Bénin. Et aussi avec la mission d'approuver les tarifs. Tout ce qui se faisait en dehors d'un cadre formel d'études précises, et le tarif se fixait un peu par un coup de pouce. L'autorité de régulation de l'électricité donc est arrivée pour mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et les actions citées par M. Bagao, toutes ces actions ont été soumises à l'autorité de régulation pour avis et avis favorable. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la sélection des exploitants privés qui devraient installer les groupes de location, il y a eu un dossier d'appel d'offres qui a été soumis à l'autorité de régulation de l'électricité qui a approuvé. Ensuite, il y a eu le processus de sélection. Le rapport d'évaluation a été soumis encore pour avis. Les contrats qui ont été négociés au niveau de la SBE avec l'appui du ministère ont été soumis aussi à l'autorité de régulation pour avis conforme. Et si d'aventure l'autorité de régulation de l'électricité donnait un avis défavorable, le projet ne se réalise pas. Et il y a déjà eu des cas. Oui, continuez. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix des IPP et la construction de la centrale en cours, la centrale financée par la Banque islamique de développement de 120 MW, l'autorité de régulation de l'électricité a eu aussi à connaître du processus de sélection de l'exploitant qui doit assurer l'exploitation et la vente de l'énergie de ces centrales à la SBE. C'est ainsi que nous avons eu le dossier d'appel d'offres, nous avons eu le projet de contrat sur lesquels des observations précises ont été faites. Tout ceci pour sauvegarder aussi bien l'intérêt général, l'intérêt du gouvernement, que l'intérêt des consommateurs. Parce que nous devons veiller à ce que, en définitive, le prix du kilowattheure qui doit sortir soit assez abordable pour le consommateur, pour l'industrie et pour l'ensemble des institutions du secteur de l'électricité. Voilà un peu la façon dont aujourd'hui l'autorité de régulation travaille. Et son action aussi, c'est de défendre les consommateurs. Et justement, en parlant des consommateurs, ces consommateurs rencontrent des difficultés de par le déploiement du travail au niveau du secteur de l'énergie et donc de l'électricité. Nous allons retourner à la régie pour écouter ce deuxième élément.
après, on verra, on va essayer de nous appesantir sur les différentes difficultés rencontrées dans l'approvisionnement, la production d'énergie. Kakana ho 19h e konta o fi bino za we bo sécurité ono tin amonda zanvier do yiwele diremio zanio kakana we nata 19h plus beto e konti e misi mo akotu mi ton le bo yinde gotie bo na no tuta si 19h ni o kakawa kondo 6h du matin e na yin wo chacho e wo kale wo e no ti bo kenya le bino pa ko mi so ni ko mi bio a hosulo ni e temi yedo ka ho wo we no me yo do yes ye de mi mo de gonda yi wo no ta kakabo ayi mo yes no bo mo mi yo e na yo to dare ye ma so le bo courant lo yi e normal we pombo de ti pe vide bo e ma na hu gan mi ya we mi de dio mi de su ton we mi de yo me biro fe se we de ti bo e ma na hu gan gbon mi ya mo pe vide quand le pode di pomo ou de mino souda yo ça va aller un peu à moi il dit l'autant et le fifa no me de wetin bien va il bon si ça kalevo de ya si ça no di de we bon ale de bu wa ni wa de di bo e ma na hu gan bi bonu mi a bonu mi a ça peut aller un peu ma maison de porte-compteur ici parce qu'il n'y a pas de compteur. Bon, c'est à cause de recasement, il n'y a pas eu de recasement avant. Et la maison, nous sommes ici il y a 25 ans de cela, parce que nous étions ici. Et tous les compteurs, les fils là, passaient dans ma maison pour aller derrière nous, parce qu'il n'y a pas de poteau pour tirer les fils. Donc tous les fils passaient dans ma maison. Donc il a fallu un jour que je fais un peu la folie pour détruire tous ces fils-là. Et les gens sont arrivés, je leur ai dit d'aller dehors pour aller pour que les fils passent dehors. Parce que dehors là c'est pour l'État. Là c'est ma maison. Donc tous les fils passent. Et voilà que nous avons des toiles d'araignée. J'ai même écrit à Alès pour lui dire que les toiles d'araignée là sont beaucoup chez nous. Donc, ils ne sont jamais arrivés pour nous, pour régler ça là. Et chaque fois quand il y a un locataire qui est dans le quartier, tous les fils passent devant notre maison. La dernière fois, il y a une maison derrière là-bas qui veut prendre un compteur. Il n'y a pas de poteau. Et ils veulent prendre compteur dans ma maison. J'ai dit, bon, pour moi, c'est plein. Le tableau est plein, qui ne peut pas mettre encore un autre compteur là. Donc, ils sont obligés d'aller voir dans une autre maison pour tirer leur fil. Donc, nous n'avons pas de poteau, il n'y a pas d'assiette. Et puis, les filles tombent, les enfants. Si le matin, tu sors, tu viens voir s'il n'y a pas un dégât de fil par terre pour que les enfants ne rentrent pas dedans. Donc, laisse-le n'a qu'à venir nous donner des poteaux ici. Les poteaux en bois, là, tout est pour ça se ici. Et c'est au gré du vent. Alors, cet élément est assez illustratif des difficultés rencontrées par les populations, Monsieur le Président. Oui, l'autorité de régulation de l'électricité est bien consciente de cette situation, puisque les membres de l'autorité sont aussi des citoyens. Et il y en a certains dont les familles sont raccordées à ce réseau illégal parce qu'en fait la loi l'interdit. La loi l'interdit, mais à défaut du mieux, les populations s'en contentent. Donc c'est l'une des difficultés majeures qui fait que l'accès à l'électricité de la population est très faible. Aujourd'hui, 2 Béninois sur 3 n'ont pas accès à l'électricité. Donc, à cause des prix de branchement élevés qui ne permettent pas à la population de pouvoir payer ce prix, à cause des délais aussi de branchement,
et à cause des facilités qui ne sont pas offertes à la population pour pouvoir payer ce coût de branchement. Donc la situation elle est vraiment sérieuse. Au niveau de la SBE, il y a aussi la vétusté des installations de la SBE qui ne facilite pas aussi l'expansion du réseau qui doit être nécessairement mise aux normes afin qu'il y ait un développement harmonieux du secteur de l'électricité dont l'autorité de régulation est le garant. Donc, et qui veille aussi au respect des lois et normes en matière de production, de transport et de distribution de l'électricité. Monsieur Benaro, vous l'avez vu, il y a eu pas mal de plaintes venant des consommateurs. Disons-le clairement, la société, la SBE, Béninois d'énergie électrique, est mise en laidesse à travers la qualité de l'énergie qui est fournie. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces réactions d'humeur des consommateurs? Merci, c'est une situation que nous connaissons très bien. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, je vous avais dit que la crise énergétique que nous traversons depuis près de 3 décennies a plusieurs facettes. Je disais que la facette la plus visible, c'était le déficit énergétique qui entraîne le délestage. Voilà une autre facette que vous voyez. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que quand le nouveau gouvernement est arrivé, le président Talon, ayant pris la mesure de la situation, a mis en place un plan de redressement du secteur. Et dans le cadre de ce plan que nous sommes en train de dérouler actuellement, d'ici quelques années, en tout état de cause, avant la fin de son mandat, tous ces problèmes sont réglés. Parce que comme je l'ai dit dans ma prise de parole précédente, je disais que nous avons plusieurs actions. Les actions dont les effets sont à très court terme, les actions dont les effets sont à court terme, les actions dont les effets sont à moyen terme et les actions dont les effets sont à long terme. Donc les travaux que nous faisons aujourd'hui, d'ici fin 2009, on aurait lancé 2019, on aurait lancé tous les travaux qui permettront au Bénin de sortir définitivement de toute cette crise que j'avais évoquée. Ça c'est juste. Donc ça c'est une des crises que j'ai évoquées, c'est la crise de distribution qui fait que les populations n'ont pas accès à l'électricité, avec les toits d'araignée qui posent des problèmes de sécurité, comme elle a dit. Et ça fait un gaspillage d'énergie. Parce que les fils que les populations utilisent des fois ne sont pas aux normes. Ce qui fait que par effet Joule, les populations consomment l'énergie, un gaspillage de l'énergie, ce qui fait que le coût à payer est très élevé. Donc, toute cette situation, on l'a évaluée au plan économique. Il y a une étude que nous avions commandée et financée par la Banque mondiale en 2006 qui a donné ce que chaque segment de l'économie paie. Même la SBE qui est responsable de la fourniture d'énergie, elle paie environ 10 milliards, sur 3 ans, elle paie environ 10 milliards dû aux coupures d'électricité. Parce que le réseau, comme l'a dit mon prédécesseur, est vétuste. Les coupures intempestives qu'il ne faut pas assimiler au délestage sont dues à la vétusté du réseau, aux accidents qu'on a eu sur le réseau. Et ces différentes coupures engendrent des pertes pour l'entreprise. Au niveau de l'administration aussi, parce que quand la SBE n'arrive pas à vendre de l'électricité, son chiffre d'affaires baisse. Donc en termes de TVA, c'est une perte aussi pour l'administration. Ce qui fait que l'État, dans la période, 500 millions de francs sont perdus par an par l'État. Et les entreprises du secteur productif, sur 3 ans, de 2004 à 2006, ils ont perdu près de 167 milliards de francs CFA. Les ménages, environ 30 milliards, pour l'achat d'équipements, des équipements qui permettent de pallier aux difficultés de coupure d'électricité, baisse de tension, coupure brutale qui peut endommager les appels. Donc on est obligé d'investir dans les onduleurs, d'investir dans les régulateurs, tout ça constitue des pertes. Donc, prenant en compte toutes ces situations, le chef d'État a estimé qu'il faut mettre des grands moyens. Donc, les 180 MW qu'on a eu à louer a coûté en un an à l'État près de 30 milliards de francs CFA. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais ça vaut le prix. Ça vaut le coût du monde parce qu'au regard de l'impact économique
que la mauvaise qualité des services énergétiques engendre pour tous les secteurs d'activité. Donc ça, là, c'est rien par rapport aux pertes. D'accord. Donc c'est pourquoi on s'est engagé aujourd'hui à régler le problème. Alors, M. Sikouagou, on l'aura constaté, la qualité de l'énergie qui est fournie n'est pas bonne. On l'a vu avec les plaintes des consommateurs, notamment les femmes. Alors, qu'est-ce qui a pu nous amener à tout ça? Je ne vais pas me mettre à répéter ce qu'ils ont déjà dit, mais je vais de manière globale dire que cette situation de la SBE n'est pas unique. En fait, toute la sous-région ouest-africaine, les sociétés d'électricité vivent cette situation. Parce qu'en fait, on a trois facteurs importants qui sont la cause de l'insuffisance donc de la qualité de service. C'est-à-dire les causes techniques, l'obsolescence du matériel qui n'a plus la fiabilité qu'il faut et le manque de maintenance parce que les sociétés d'électricité n'ont pas suffisamment de moyens pour faire la maintenance. Deuxièmement, c'est les facteurs financiers. Toutes ces sociétés d'électricité, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont obligées de donner des tarifs qu'on leur impose, qu'on leur dit, voilà le tarif. Et ça se comprend. Parce que les États veulent ménager les consommateurs qui n'ont pas de grands moyens. Ils ont des problèmes de recouvrement. Et ce qui impacte donc sur leur trésorerie. Comme vous n'avez pas la trésorerie, vous ne pouvez pas faire la maintenance, vous ne pouvez pas faire le renouvellement du matériel et le cycle continue. Troisièmement, c'est la question institutionnelle. En fait, il y a une lourdeur administrative au sein des États. On ne prend pas vite les décisions. Quand on veut faire quelque chose, le processus de prise de décision est tellement long que avant qu'on ne prenne la décision, c'est que déjà on arrive en sapeur-pompier. Et c'est ça qui fait que la société est en difficulté et il y a la mauvaise qualité donc de l'énergie. D'accord. Alors, Monsieur Raoufo Badarou, aujourd'hui, quelle est l'offre de la demande? Parce que là, pour la satisfaction de la demande des consommateurs aujourd'hui. Donc, bon, comme je vous l'ai dit tantôt, la demande est là, elle est diversifiée. Il y a la demande du secteur industriel, la demande du secteur des ménages et du secteur des services. Aujourd'hui, le secteur industriel est obligé de devenir autoproducteur parce qu'on n'a pas assez d'énergie. Autoproducteur, ça veut dire qu'ils achètent leur groupe pour pallier au déficit, quand il y a déficit. Donc ça leur coûte aussi cher, parce que ça leur coûte plus cher de produire elle-même l'énergie que d'acheter à la SB2E. Mais en matière de productivité, ça a les avantages de continuer la production sans interruption. Donc ils sont obligés de pallier au déficit en investissant. Ça, c'est des pertes pour l'entreprise. C'est justement pour cela que dans le plan de redressement et le plan directeur, il est planifié l'installation de plusieurs unités de production. Donc, dont la première a démarré, qui est la centrale de BID de Maraguilta de 120 MW, qui sera livrée au plus tard en juin 2019. Ça, là, c'est sûr. Après ces centrales, il y a deux autres centrales. Une autre centrale avec un producteur indépendant privé de 120 MW encore, qui va démarrer d'ici la fin de l'année ou plus tard au début de l'année prochaine pour délivrer aussi 120 MW. Il y a deux autres 2 x 20 120 MW qui pourront démarrer dans les années 2020-2030 au regard en fonction de la demande. Donc ces entreprises ont été déjà sélectionnées, ces entreprises privées qui vont venir progressivement sur le réseau pour combler. Au-delà de la satisfaction des besoins projetés à l'horizon 2021, nous sommes en train de réfléchir jusqu'à l'année 2035. C'est en cela que on a réfléchi sur la valorisation des sites aménageables sur le fleuve Womé, où 3 barrages multifonctions seront développés. Le barrage de Dogobis, 120 MW, Vossa, 60 MW et Betero, 20 MW. Et ces centrales permettront de produire à la fois de l'électricité, d'irriguer les terres agricoles et de fournir l'eau potable aux populations se situant
dans les zones du socle, les zones qu'on appelle zones hydrogéologiquement difficiles. Donc ça, il y a des privés qui sont déjà disposés à compétir pour financer ces... Ça, c'est une vision à long terme. C'est une vision à long terme. Donc, mais comme dans le court terme, qu'est-ce qui est fait pour dans le court terme, c'est régler? je dit tout à l'heure que nous avons loué les groupes. Les groupes, ouais. Ça a permis de mettre fin au délestage. En dehors des petites coupures qu'on enregistre, on a réhabilité 30 MW des centrales de la SB2E. L'État a négocié un contrat de 60 MW auprès d'un producteur indépendant nigérien qui nous fournit 60 MW. Quand on a mis en place tous ces dispositifs, ouais, l'État a enlevé 50 MW de location du groupe, du lot des locations. Donc on est passé de 180 MW à 130 MW. Et nous avons assez de confort. En dehors de ce que la CEB nous fournit, nous importons 60 MW du Nigeria ferme. Nous avons les 30 MW de la SB2E, nous avons les 20 MW de la CEB, qui fait qu'aujourd'hui, en matière de déficit, on ne peut plus parler de déficit énergétique aujourd'hui. Mais on peut toujours enregistrer des coupures dues à la vétusté du réseau, dues aux accidents sur le réseau. Donc ça, c'est un pas de délestage, ça, c'est des interruptions non désirées. D'accord. Voilà. Monsieur le Président Baguidi, alors, au niveau de l'autorité de régulation de l'électricité, vous l'avez dit qu'il y avait une absence de vision. Mais avec ce qui est dit dans le développement de M. Badarou Raoufo, il y a quand même il y a un travail qui se fait. Il y a une projection par rapport à l'avenir. Alors, quel est le rôle de l'autorité de régulation de l'électricité dans ce, disons-le, nouveau départ au niveau du secteur? Oui, comme je l'avais dit, l'autorité de régulation de l'électricité, dont l'une des missions est de veiller au développement harmonieux du secteur de l'électricité, regarde toutes ces actions avec un œil indépendant et pour éviter les mauvais choix. Parce qu'en réalité, d'autres gouvernements ont pris aussi des initiatives, mais le constat est là. Donc, nous regardons sérieusement et avec l'expertise nécessaire toutes ces actions qui sont en cours. Et vous êtes d'accord avec ces options qui sont faites? Oui, et puisque je vous ai dit que... Elle vous rassure? Oui, elle nous rassure, puisque les dossiers nous sont soumis pour avis. Et je dois dire que l'autorité de régulation n'a pas nécessairement donné avis favorable pour un certain nombre d'actions qui, pour le moment, ne sont pas mises en œuvre. Mais toutes les actions qui sont aujourd'hui mises en œuvre, la construction de la centrale BID, 120 MW, ou le choix d'un opérateur privé qui n'est pas encore arrivé à bout, sur toutes ces actions, l'autorité de régulation de l'électricité a eu à donner un avis. Et je dois dire que je remercie le gouvernement et les parties prenantes de la SBE qui tiennent compte de ces avis pour que nous n'ayons plus et nous ne répétions plus les erreurs dans le passé. Et je saisis l'occasion encore pour remercier le gouvernement et les partenaires techniques financiers qui ont beaucoup insisté pour la mise en œuvre de l'autorité de régulation de l'électricité et qui la soutiennent. Parce que si nous voulons amener les investisseurs privés dans le pays, il faut qu'ils aient la garantie d'une prédicabilité du secteur de l'électricité, d'un respect des lois, ce qui dans le passé ne se faisait pas nécessairement. Les lois sont là, c'est vrai, mais elles ne sont pas respectées. Les textes réglementaires sont là, mais ils ne sont pas respectés. Et le rôle de l'autorité de régulation de l'électricité, c'est de veiller au respect de ces textes afin d'assurer les investisseurs privés qui vont arriver qu'il y a une autorité de régulation de l'électricité indépendante et assez forte pour pouvoir faire l'arbitrage du secteur et pour leur permettre, lorsqu'ils investissent, d'avoir la garantie de retour sur investissement de leurs investissements. Okay. Alors, Monsieur Badarou Raoufo, alors quelles sont les conséquences de l'absence de la faible, disons, distribution de l'énergie électrique sur le développement socio-économique? Les conséquences sont énormes. Énormes dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, ça se chiffre en plusieurs milliards.
par rapport aux estimations que les économistes et les statisticiens peuvent faire. Et eux, ils le font au niveau des entreprises formelles. Je vous ai dit tout à l'heure que les entreprises formelles du secteur productif, sur 3 ans, ont perdu 167 milliards du fait de la mauvaise qualité des services énergétiques. Mais on ne sait pas évaluer ce que perdent les artisans qui sont dans l'informel, les soudeurs, la bonne dame qui vit de son bissap et de son yaourt, qui n'a pas l'électricité pour fonctionner. Nous avons vu une vendeuse de poissons congelés qui peut perdre sa marchandise du fait de l'absence d'énergie. Donc, au niveau de la santé, quand il y a coupure d'électricité, les agents de santé ne peuvent pas bien s'occuper des populations. Les élèves qui sont en période d'examen, quand il y a coupure d'électricité, ne peuvent pas étudier. Donc, on a des impacts économiques et sociaux qui sont énormes. On ne sait pas l'évaluer totalement. Mais ce qu'on peut évaluer déjà est exorbitant comme impact financier. Ok. Monsieur Siekouagou, je voudrais bien que vous réagissiez sur la même question. Oui. Sans électricité, il n'y a pas de développement. L'électricité, c'est le poumon. Le poumon, c'est le cœur du développement. À part ce que l'on perd, si on ne met pas les moyens pour que l'industriel qui veut venir s'installer soit sûr qu'il n'y aura pas de coupure. Il est sûr qu'il n'y aura des coupures, il ne s'installera jamais parce qu'il va dire qu'il y aura des surcoûts. Il sera obligé d'acheter un groupe électrogène pour s'autosuffire. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut de l'électricité. D'accord. On va faire un tour à la régie maintenant. Cette fois-ci, nous allons écouter la réaction de la société civile par rapport à cette situation que nous venons donc de décrire ici sur ce plateau. On fait un tour à la régie. Je crois qu'à l'étape actuelle, nous devrions dépasser les projets classiques. Penser forcément que tout le monde devrait s'abonner à la SB2E, cette époque devrait se trouver révolue. Il faut bien désormais que sur nos toits, nous puissions avoir des panneaux photovoltaïques et que les ménages qui ont les moyens puissent ne plus être forcément sur les réseaux électriques de la SB2E et que ce soit les populations un peu plus défavorisées qui aient accès à ce réseau. Comme ça, on va libérer assez d'énergie disponible pour ces populations-là et beaucoup plus aussi pour les entreprises qui en ont besoin pour développer les activités. En matière de consommation d'énergie électrique, il faut avouer qu'une certaine éducation doit se faire. Aujourd'hui, la plupart des équipements électriques et électroniques sont conçus sur la base d'une réduction sensible de la consommation énergétique. Mais on constate au Bénin, nous vivons beaucoup plus du bric-à-brac. C'est tout ce qui est rejeté en Occident, qui date de plusieurs générations, qui consomme beaucoup d'énergie qu'on nous amène ici. Et donc, il aurait bien fallu apprendre aux populations que c'est préférable d'avoir un réfrigérateur, par exemple, qui ne vous consommerait pas plus de 10 000 francs en termes de consommation énergétique par mois, plutôt que d'utiliser les anciens réfrigérateurs où vous dépensez 30 000, 50 000. Donc, c'est de l'éducation qu'il faut faire. Et ça, c'est l'œuvre des associations de consommateurs. Vivement que l'État, un jour, comprenne que c'est plutôt les associations qu'il faut outiller pour pouvoir donner ces genres d'armes aux populations qui feraient bien le travail puisqu'on est là pour les protéger. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle l'énergie libre. Si réellement on veut développer l'énergie, nous avons de l'ingénierie. Et on peut développer plein de technologies pour fournir de l'énergie électrique à nos populations. Je n'ai donné l'exemple que des panneaux photovoltaïques. De l'énergie solaire donc. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir accès au réseau de la SB2E. Ce n'est pas compréhensible qu'au XXIe siècle, il faille payer des centaines de mille pour avoir l'abonnement ou pour s'abonner à la SB2E pour avoir l'énergie électrique. Et le comble, c'est que vous payez
Et puis, quelques mois après, on peut vous dire qu'un contrat a été mal fichu et que les compteurs ne sont pas disponibles. Ça n'a pas un autre nom, ça s'appelle de l'arnaque nationale. Je crois qu'il y a aussi un gros problème à résoudre. La facturation des clients n'est pas transparente. Je suis formel. Nous avons des preuves, nous avons même fait un constat d'huissier. À la date d'aujourd'hui, nous avions demandé au tribunal de première instance de Cotonou de faire une enquête judiciaire sur la base de données de la SB2E, le système de facturation. Mais ça a été bloqué quelque part. Mais un jour, ça sera dénoué. Ça prendra tout le temps qu'il faut, mais ça sera dénoué un jour. Alors, M. Raoufo Badaro, vous aviez suivi tout à l'heure l'acteur de la société civile qui a énuméré un certain nombre de griefs contre les prestations de la société. On a parlé de raccordement, on a parlé de facturation, approvisionnement, distribution. Il y a eu tellement d'éléments qui sont revenus donc, à la surface. Votre réaction? Merci. Il a parfaitement raison. Donc, à l'entame de l'émission, j'ai dit que la crise que nous traversons a plusieurs facettes. C'est l'une des facettes là qu'il a évoquées. Mais ça là, comme l'a dit M. Kouagou tout à l'heure, la politique tarifaire qu'on a eu à appliquer à ce jour a fragilisé durablement les entreprises du secteur. En dehors de problèmes de gestion qu'on peut reprocher à l'entreprise, il y a que la question tarifaire n'a pas été bien gérée, au point où, comme il a dit, c'est à la dernière minute, quand l'entreprise est au bord du gouffre, qu'on fait des réajustements. Ça fait que les entreprises ont demandé non pas de trésorerie pour jouer le rôle qui est d'approvisionner justement l'entreprise en matériel électrique afin de satisfaire la population. Tout à l'heure, il a parlé de centrales solaires. Effectivement, il y a 2 projets solaires phares qui sont en train d'être mis en œuvre, de près de 25 MW à Koubé, une centrale solaire de 25 MW, et le projet de 45 MW du MCA. En dehors de ça, il y a des privés qui vont développer environ 30 MW. Au-delà de ça, comme il l'a dit, et le président de l'ARI l'a dit tout à l'heure, 2 Béninois sur 3 n'ont pas d'électricité. Dans la projection que nous avons eu à faire, pour que tout le monde ait l'électricité, il faut aller par l'extension réseau, on va aller dans les années 2030. Pour pallier à cela, qu'est-ce qui se met en place? On vient d'adopter, le gouvernement, à un sommet gouvernemental, vient d'approuver le cadre réglementaire juridique et un plan directeur pour ce que nous appelons l'éducation hors réseau. C'est-à-dire que nous allons installer les l'éducation hors réseau, expliquez ça. Hors réseau, c'est-à-dire que l'éducation de localités isolées, qui n'ont pas la chance d'avoir l'électricité d'ici 2023. Donc, avec la participation du secteur privé, ils vont installer des petits réseaux utilisant le solaire ou bien les kits solaires pour alimenter les populations. En dehors de ça, il y a aussi le programme d'efficacité énergétique. Parce que nous sommes importateurs nets d'énergie. On ne peut pas continuer de gaspiller l'énergie parce que ça nous coûte cher. Donc, pour cela, nous sommes en train de mettre en place une politique de distribution de lampes efficaces et de mettre aussi les lampadaires solaires, comme vous avez constaté. Tout cela participe à l'efficacité énergétique. Donc, je dirais à la fin qu'effectivement, au niveau du secteur, il y a eu un grand désordre qu'il faut corriger afin que la population puisse être satisfaite, afin que l'économie puisse se porter mieux. D'accord. Voilà. Monsieur le Président. Oui. Très rapidement, parce que le temps est parti. Il y a eu des sujets très intéressants qui ont été soulevés par l'intervenant, notamment la production distributive, c'est-à-dire permet à chaque client d'avoir son installation de production d'énergie à la maison, notamment la production photovoltaïque. Et ça a besoin d'une action de régulation pour permettre à ces clients non seulement d'avoir leur propre énergie, mais aussi de revendre au réseau lorsqu'il y a un surplus, ce qui, bien sûr, va décharger le réseau et le surplus va être versé et attribué aux grands consommateurs comme les industries. Mais à ce niveau, il faut d'abord une régulation, une réglementation pour permettre d'avoir cette interface entre la SBE et la population qui bénéficie de cette énergie distributive.
il a parlé du hors réseau. Aujourd'hui, des textes ont été élaborés. Nous avons une vision de là où nous venons. Et l'autorité de régulation de l'électricité est dépositaire de la mise en œuvre et du suivi respectueux de ces textes. D'accord. OK. Alors, nous sommes quasiment au terme de ce premier numéro de cette série d'émissions, l'énergie électrique en question. Vous aurez droit donc dans les prochains jours à d'autres émissions sur cette thématique. Et merci d'avoir suivi donc ce premier plateau qui a réuni donc le président de l'autorité de régulation de l'électricité, M. Claude Baguidi, M. Raouf Badarou, il est conseiller au ministère de l'Énergie, et M. Sir Kouagou, il est ancien directeur général de la communauté électrique du Bénin. Merci de nous avoir suivis et merci d'avoir préféré donc cette émission. Merci et à très bientôt.